Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Camille Richard, la directrice du développement durable de Back Market, le pionnier de l'économie circulaire dans le secteur de la tech, va devenir une société à mission. Elle va nous expliquer pourquoi, on verra aussi comment l'entreprise calcule son impact carbone et puis comment la vision des fondateurs est devenue un business model efficace. Et puis évidemment, on garde la rubrique consacrée aux startups, Smart Ideas, la fabrique des castors aujourd'hui qui fédère les salariés autour d'événements éco-responsables, ludiques et instructifs. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien. Tout de suite. Bonjour Camille Richard, bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc la directrice du développement durable de Back Market. Quelques chiffres pour poser le décor en quelque sorte. 650 salariés, vous êtes présent dans 16 pays, 5 bureaux à Paris, Bordeaux, New York, Berlin, Barcelone, plus de 6 millions de clients et 1500 partenaires reconditionneurs, dont 650 entreprises françaises. Back Market qui a été créé en 2014 par Thibaut Hugues Delarose, Vianney Vaught et Quentin Le Broustet, ou Le Brouster, je ne sais pas comment on prononce. C'était des pionniers, on peut dire ça? Oui, complètement. En fait, ce qui est assez intéressant avec l'idée de Back Market à la base, c'est que la réparation, le reconditionnement, c'est pas une solution qui est neuve. Oui. Ça a toujours existé, depuis qu'on fabrique des machines. Et en fait, ça vient d'un double constat. D'un côté, l'impact de la technologie qui est aujourd'hui assez dramatique pour l'environnement à plein de niveaux, et je pense qu'on en reparlera. On va évidemment en parler. Et puis, ce constat justement qu'il existait une solution, mais qui n'était pas forcément accessible ou compréhensible ou rassurante pour le consommateur. Donc l'idée, ça a été de créer une interface qui a permis en fait de mettre en relation les reconditionneurs avec les consommateurs finaux, nous en fait les citoyens. Leur vision, c'était quoi? C'était la confiance, c'est peut-être le mot le plus important. Alors, je pense que la clé, c'était ça. C'était comment on construit la confiance. Comment, en fait, on donne confiance aux consommateurs pour aller vers l'économie circulaire, vers la réparation et le reconditionné. Donc, notre motto, on va dire, chez Back Market, c'est il n'y a pas de raison factuelle d'acheter du neuf. Ça veut dire, en fait, qu'on va recréer l'expérience du neuf pour le reconditionner. Des garanties, du choix, un SAV, un marketing sympa aussi, etc., etc. Donc en fait, il faut que l'expérience consommateur soit la même que pour le neuf pour donner envie et créer la confiance, comme vous le disiez. On rappelle le principe, je pense que tout le monde connaît, mais sur Back Market, on peut vendre et acheter, c'est ça? Exactement. Donc on peut acheter des appareils reconditionnés, électroniques et électroménagers. On a diversifié aussi. Et puis, on peut aussi vendre nos appareils électroniques sur la plateforme qui seront rachetés par des reconditionneurs qui vont le remettre sur le marché. Ouais. Mais ça représente quelle gamme d'articles différents? Je ne sais pas, ça doit être... ça se compte C'est extrêmement varié. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'on va faire sur l'électronique, donc tablette, ordinateur, ça, c'est ce qui est le plus évident. Et puis, depuis plusieurs années, on fait aussi de l'électroménager. Donc, vous pouvez trouver une machine à laver, par exemple, mais aussi des aspirateurs, par exemple, qui sont reconditionnés par Dyson. On a aussi ouvert la plateforme à des marques comme Moulinex, comme Dyson, qui reconditionnent leurs propres appareils et qui les vendent sur Back Market. Donc, on a vraiment une palette d'électronique et d'électrique très large pour les consommateurs. Alors, il y a évidemment, et on va y revenir longuement, l'impact positif sur la planète, mais c'est aussi moins cher, quoi. Enfin, on est en pleine période d'inflation et de tension très forte sur le pouvoir d'achat des Français. Il faut rappeler ça, quoi. Oui, bien sûr. L'idée de Back Market aussi derrière, c'était finalement un peu de démocratiser l'accès à la technologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met une quantité d'argent dans un téléphone, par exemple, qui coûtait un ordinateur il y a quelques années. Et ça peut être une barrière très importante pour les consommateurs sur des produits qui sont devenus essentiels. Aujourd'hui, peut-on vraiment travailler ou vivre dans des sociétés comme les nôtres sans avoir accès à Internet, par exemple? Donc l'idée aussi, c'était de démocratiser cet accès. Puis on va faciliter aussi l'accès, par exemple, aux étudiants en faisant des réductions étudiantes, etc. Et on a une bonne partie aussi de nos clients qui sont dans des situations économiques pas forcément évidentes, qui vont pouvoir trouver en fait les outils dont ils ont besoin grâce au reconditionné. Et donc, 8 ans après la création, Back Market devient une entreprise à mission. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça représente? Alors pour nous, en fait, c'était assez naturel. C'était un petit peu, on va dire, la formalisation de ce qu'était l'entreprise depuis le début, puisque, comme je vous disais, l'idée de base était aussi de lutter contre l'impact de la technologie sur l'environnement. Et donc, en fait, on s'est dit, on va formaliser ça, donc en intégrant notre raison d'être de cette
protection de l'environnement et dans les statuts légaux de l'entreprise. Mais aussi, il y avait une volonté de nous donner aussi un cadre et nous donner un petit peu, on va dire, un cadre pour la croissance de Back Market, pour en fait s'assurer qu'on va toujours poursuivre ce but. Et aujourd'hui, notre mission, donc c'est toujours un petit peu long parce que il faut arriver à englober beaucoup de concepts, mais c'est donner à tous les humains le pouvoir de faire durer les machines par la circularité et la réparation. Donner à tous les humains le pouvoir de faire durer les machines par la circularité et la réparation. Donc c'est inscrit dans vos statuts. Mais ça change quoi concrètement ? Alors concrètement, qu'est-ce que ça change ? Donc on a cette mission, elle arrive pas, c'est pas juste une belle phrase qui arrive par-dessus. On a des objectifs statutaires, donc qui sont des objectifs qui nous permettent de poursuivre cette mission. Et à ces objectifs sont rattachés aussi des indicateurs qui correspondent à des réalités très concrètes de notre activité et qui vont permettre aux équipes d'avoir en fait on va dire un fil rouge dans leurs activités pour toujours en fait poursuivre cette mission. Donc en fait, on va s'assurer aujourd'hui, quand on prend des décisions business, on va s'assurer que ces décisions, elles sont en ligne avec cette mission. Et on va vraiment débattre et explorer en fait tous les impacts de nos activités pour cette mission. Si on rentre un peu dans le détail des engagements, encourager la circularité dans l'industrie des technologies, faire du reconditionné le meilleur choix pour les consommateurs, faire prospérer la bienveillance et l'engagement dans la culture d'entreprise. Je reviens sur la première notion d'encourager la circularité. Votre business, il passe aussi par les partenaires, par ceux qui réparent, reconditionnent donc ils sont nombreux, on a vu les chiffres tout à l'heure, plus de 1500, 650 en France. Il faut aussi les contrôler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, contrôler les conditions dans lesquelles ils travaillent, les conditions dans lesquelles ils font travailler leurs salariés. Comment vous réussissez ça ? Alors déjà, il y a des examens d'entrée, on va dire, pour arriver sur la plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité qui est essentielle pour la confiance, justement, et regarder de très près, les marchands, les vendeurs, avant d'arriver sur la plateforme, vont être testés par nos experts, vont avoir un moment, en fait, où ils vont être... on va les laisser rentrer, ils vont avoir des quantités limitées qu'ils vont pouvoir vendre pour qu'on puisse suivre un petit peu leur performance et la qualité qu'ils proposent. Et puis après, c'est aussi un travail, une fois qu'ils sont sur la plateforme, c'est pas juste se dire, bon ils sont là, allez-y, c'est plus notre problème. Donc vous continuez de les contrôler, de les accompagner, on leur donne des retours aussi sur leur propre vente, sur leur propre performance. Et puis surtout, on développe aussi des services qui sont là pour les accompagner à être encore meilleurs pour leurs propres clients, mais aussi améliorer justement leur performance environnementale, leur impact, leur performance sociale, etc. Donc par exemple, on a mis en place un service qui est un packaging recyclable pour que les marchands puissent utiliser en fait ce packaging vers leurs clients. On a aussi développé un service qu'on appelait Back Repair, qui est en fait un système de réparateur local pour les clients. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec un appareil acheté, pas besoin de le renvoyer. Vous allez avoir un partenariat avec un réparateur en bas de chez vous qui va vous permettre de réparer votre appareil. Donc en fait, on crée un écosystème, on les accompagne aussi pour que justement, il n'y ait pas de raison factuelle d'acheter du neuf et que tout soit là dans les mêmes conditions. Cette raison d'être et donc ce mouvement-là, cette démarche de devenir entreprise à mission, à quel point, parce que je reviens sur faire prospérer la bienveillance et l'engagement de la culture d'entreprise, vous l'avez défini avec les salariés, quelle a été la méthode pour devenir entreprise à mission ? Alors il y a une méthode, il y a des recommandations pour y arriver qu'on a suivies. On a aussi fait parallèlement à ça ce qu'on appelle une analyse de matérialité, c'est-à-dire en gros, on a évalué tous les impacts et les enjeux qu'on a dans la société en tant qu'entreprise. Et pour cela, en fait, on a fait une grande consultation de nos parties prenantes, c'est-à-dire les reconditionneurs, nos fournisseurs, les institutions politiques, les employés de Back Market, évidemment, qui ont aussi contribué à ça. Donc cette mission, en fait, c'est le résultat d'une grande consultation, de savoir comment on est vu, qu'est-ce qu'on attend de nous, surtout aussi comme entreprise, dans la société, pour pouvoir répondre au mieux à ces attentes, et puis devenir une société à mission pour de vrai, j'ai envie de dire, avec vraiment un ancrage, et puis ne pas décevoir sur ce qu'on attend de nous aussi sur ces questions-là. Je voudrais qu'on parle un peu plus généralement du secteur et de son impact. La numérisation de notre économie, elle est nécessaire, tout le monde en est convaincu. C'est aussi un outil de transition écologique, on l'a dit plusieurs fois ici. Mais
l'impact, il est quand même réel, parfois inquiétant. Alors, on le dit souvent, mais je pense que c'est très important de le rappeler, et on est dans votre cœur de business, ce sont d'abord les objets. C'est la construction qui crée l'impact du numérique. Bien sûr, en fait, aujourd'hui, on estime que l'impact du numérique sur la planète, ça représente environ 3,7% des émissions carbone globales. Et en fait, ce qu'on sait assez peu, c'est que, parce qu'on parle beaucoup du streaming, etc., mais la production, la fabrication de ces appareils, c'est entre 50 et 78%. Selon ça dépend des appareils et des pays. Ça dépend des pays, ça dépend des économies. En France, ça représente 78% de l'impact du digital. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce qu'en fait, on se dit, une chose si petite et si légère qu'un téléphone, comment ? Et en fait, c'est l'exploitation minière pour extraire ces fameux matériaux, ces fameuses terres rares qui sont nécessaires pour construire nos appareils, la production des composants, l'assemblage, etc. La fin de vie, tout ça, en fait, est très émetteur. Et ce sont surtout des impacts un peu caché, parce qu'on parle de carbone, mais c'est aussi extrêmement consommateur d'eau, par exemple. Produire un téléphone portable, c'est plus de 80 000 litres d'eau qui sont utilisés. Donc il faut aussi être conscient de ça. Et donc ce qui est très important, c'est de faire durer ces appareils le plus longtemps possible pour un petit peu compenser cet impact. Alors, il y a plusieurs études, évidemment, qui montrent la différence entre le neuf et le reconditionné. Par exemple, la fabrication d'un smartphone supérieur à 5,5 pouces, ça consomme environ 200 kilos de matière, donc c'est quand même assez majeur. Et l'impact d'un smartphone reconditionné, il est équivalent à 10% de celui d'un neuf. Vous communiquez, on va venir à la pub dans un instant, beaucoup là-dessus, mais est-ce qu'il y a encore besoin de faire beaucoup de pédagogie ? Est-ce que les consommateurs sont forcément conscients de ce qu'on vient de dire ? Alors, ils le sont de plus en plus. Oui. C'est vrai qu'on aurait évoqué cette question il y a 10 ans. Enfin, c'était vraiment un sujet qui était très, très méconnu. C'est de mieux en mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Et c'est pour ça que nous, faisant partie de nos missions, c'est d'expliquer et de montrer. Oui, mais c'est aussi difficile de se défaire, de se départir de nos habitudes qui ont été créées par qui ? Par les pionniers, les géants du numérique qui nous ont habitués tous les ans à un nouveau modèle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est ancré finalement dans ces usages qui sont devenus essentiels dans nos vies, quoi. On ne peut plus s'en passer. Il y a deux choses. D'un côté, il faut être conscient de ce dont vous parlez, cette obsolescence marketing, en fait, qui nous donne envie d'avoir le dernier modèle d'une année sur l'autre. Et donc, il faut être conscient qu'on est victime de ça, quelque part, qu'on a grandi là-dedans et qu'on a pris ces habitudes-là. Donc, c'est une première prise de conscience. Et l'autre, il faut se poser la question de savoir comment je fais, en fait, à mon petit niveau, c'est-à-dire sans jeter mon téléphone à la poubelle en disant... c'est fini, je n'irai plus sur Internet. Mais se dire, OK, j'ai acheté ce smartphone et en fait, plus je le garde, plus en fait cet impact il sera réduit. Donc en fait, il faut changer l'approche qu'on a à nos appareils et pas se dire, je vais changer parce que j'ai envie du nouveau modèle. En France, il y a presque 90% des Français qui changent de téléphone alors que le leur marche encore. Donc c'est vraiment une habitude qu'il faut changer. Et puis se dire, en fait, combien de temps je vais pouvoir le garder ? Comment je le protège ? Mettre une coque, par exemple, sur votre téléphone, etc., pour pouvoir un peu prolonger ces habitudes-là. Et puis, ce qu'on essaie de faire chez Back Market, c'est aussi de donner envie, de rendre quelque part un peu sexy l'économie circulaire reconditionnée avec un marketing un peu décalé. Oui, alors elles sont sympas, elles sont marrantes, vos dernières campagnes de pub. On va aller voir les campagnes d'affichage qui jouent sur ce levier, sur l'eau économisée, sur la baisse de l'empreinte carbone. Enfin bon, il y a tout ça. Effectivement, voilà, la différence entre le neuf et le reconditionné, 68 800 litres d'eau. Donc c'est à la fois informatif et puis de temps en temps ça vanne un petit peu. Vous êtes dans l'humour. On peut continuer de les voir, hein, les campagnes et les affiches. Il n'y a pas de problème pendant qu'on les commente. Est-ce que quand même l'argument premier de vos clients, c'est pas de payer moins cher ? Alors c'est vrai. Mais pour vous donner une idée, quand on a commencé, on avait 3% de nos clients qui venaient pour avoir un meilleur impact. Donc vraiment qui avaient une démarche environnementale. Aujourd'hui, c'est plus de 25%. Donc oui, la première raison, c'est le prix, parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a quand même une barrière d'entrée sur le prix des technologies nouvelles qui fait que les gens vont se tourner vers le reconditionné. Mais de plus en plus, on observe en fait chez nos clients cette volonté de diminuer leur impact en ayant un autre geste de consommation. Et puis, nous, on essaie
les 75% qui restent, tant qu'ils sont sur le site, on essaie de leur donner justement de l'information sur l'impact, comment je réduis, comment je m'améliore, etc. Vous avez mené une campagne intitulée Hack Market. C'était pour la journée de la Terre, infiltration dans les Apple Store. C'était quand même assez gonflé. Qu'est-ce qu'ils ont découvert, les clients d'Apple, ce jour-là? Je pense qu'ils ont... Alors peut-être que certains le savaient déjà, mais ce qu'on voulait créer, c'était un petit peu... sous couvert de l'humour, etc., mais un petit peu une prise de conscience sur justement cette geste d'achat dont on parlait. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment besoin du neuf? Est-ce que vraiment je ne pourrais pas trouver quelque chose qui a été réparé? Mais alors c'était quoi? C'était sur leur... En fait, c'était sur les appareils qui sont exposés dans l'Apple Store. Quand vous étiez client, par exemple, vous aviez un iPhone dans les mains et vous aviez une fenêtre qui disait Back Market vous envoyez un message, donc vous acceptiez ou vous refusiez. Et puis vous aviez un message environnemental ou un humoristique sur le reconditionné qui apparaissait. Donc c'était vraiment que les appareils qui sont exposés, c'était pas ceux des clients. Donc Apple est partenaire d'une opération comme celle-là. Ils n'étaient pas trop au courant. Et donc vous les avez vraiment hackés, quoi? Oui, hacker c'est un bien grand mot, mais c'est gentiment on les a. Et comment ils ont réagi? Pour l'instant, ils nous ont rien dit, donc on espère qu'ils ont accepté, ils ont apprécié la petite blague. Vous avez pris un petit risque quand même. On a pris un petit risque, mais c'est un petit peu aussi la philosophie de Back Market. Notre maître mot, c'est sabotage, donc comment on sabote justement l'industrie de la tech, et puis comment on sabote le marketing, comment aussi on amène les citoyens, les consommateurs vers une autre forme de consommation, justement par le sabotage. Alors si on regarde encore un peu le marché, est-ce que quand même on parlait des consommateurs, du fait qu'ils aient intégré de plus en plus ces notions, est-ce que les ventes de smartphones neufs sont en train de baisser? Alors oui, mais vraiment pour l'instant c'est très très léger comme tendance, mais nous c'est ce à quoi on travaille. Aujourd'hui vous avez 80% des smartphones qui sont vendus qui sont neufs. Donc ça reste quand même... Et nous, en fait, notre ambition chez Back Market, c'est d'arriver à un modèle comme celui de la voiture d'occasion, par exemple. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des voitures d'occasion, des voitures qui sont des voitures d'occasion qui sont vendues aujourd'hui. Pourquoi pas, en fait... J'ai cherché à renverser cette tendance aussi pour le reconditionner. Je voudrais qu'on parle un peu de l'aspect réglementaire. La loi peut jouer un rôle, la loi AGEC notamment, qui oblige les collectivités, les administrations à passer au reconditionné, en tout cas sur un pourcentage de leurs achats. Vous dites quoi? Vous dites enfin? Vous dites l'État doit donner l'exemple? Comment vous réagissez face à ça? On dit super. On est très contents, puis on participe aussi à ça. C'est-à-dire, en fait, on nous interroge sur le marché, etc. Donc nous, on aide à la hauteur de ce qu'on peut faire, puisqu'on a une connaissance du marché là-dessus. Je pense que il faut avoir en tête, quand on parle de reconditionner, quand on parle d'économie circulaire ou de quelques comportements vertueux pour l'environnement, c'est pas que la responsabilité du citoyen ou du consommateur. C'est la responsabilité des entreprises, du citoyen et des pouvoirs publics. Bien sûr. Et le rôle des pouvoirs publics, c'est à la fois d'accompagner cette information, mais de donner des moyens. Donc c'est très très bien que les administrations en fait s'emparent de ce sujet et requestionnent leur propre équipement. Mais en fait, il faut aussi voir comment on peut travailler justement avec les pouvoirs publics pour aider les consommateurs à changer leurs habitudes. Donc, est-ce que c'est une fiscalité différente pour les solutions de lutte contre le réchauffement climatique, comme il y a pu y avoir, par exemple, sur les véhicules électriques, on a donné une aide aussi pour... Donc, en fait, il y a un rôle très, très important des pouvoirs publics pour accompagner ce changement de société vers des modèles plus durables et pas seulement dire aux citoyens, c'est que votre affaire, débrouillez-vous et changez tout seul. Back Market est aujourd'hui valorisé à plus de 5 milliards d'euros. Faites la démonstration que cet engagement environnemental et la profitabilité économique sont compatibles. Sauf qu'il y a quand même une vraie question. Quand on est en hypercroissance, comment on peut mettre en... Alors vous venez, on l'a dit, de devenir entreprise à mission. Comment on peut mettre en musique ces engagements qui sont souvent des engagements de temps long? C'est deux temporalités qui sont compliquées à concilier. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. C'est vrai que c'est très, très... surtout dans mon métier, développement durable, où on parle de moyen, long terme, et on est confronté donc, à l'hypercroissance et à l'immédiateté du monde de la start-up. Mais c'est vrai globalement pour le monde des entreprises. Donc, en fait, comment on fait? C'est-à-dire qu'en fait, on met en place des jalons pour à la fois expliquer aux personnes dans l'entreprise comment ça marche, quelle est la direction qu'on veut avoir. C'est à ça aussi que sert le statut d'entreprise à mission. C'est vraiment donner un cap. Et puis, c'est aussi mettre les bons indicateurs en place pour pouvoir surveiller en fait ces impacts, puisque Back Market, comme n'importe quelle entreprise, a un impact carbone.
Donc vous le mesurez? Bien sûr, on le mesure. Depuis 3 ans, on a mis en place une stratégie carbone. On est en train de renforcer l'équipe aussi sur ces sujets. On s'est fixé une trajectoire de 1,5 degré, celle qui a été recommandée par le GIEC. Donc on se met des grandes ambitions aussi. Après, je dois reconnaître que c'est peut-être plus facile pour une entreprise comme Back Market qui c'est un peu votre cœur de business, quoi. Exactement, que pour d'autres. Donc je dois avouer que j'ai une mission peut-être plus facile que certains de mes collègues. Ouais. Vous y êtes depuis 2 ans, c'est ça, oui, chez Back Market, avec ce titre de directrice du développement durable. Si vous, chez Back Market, mais si vous regardez plus globalement, ce poste, directeur ou directrice RSE, directrice du développement durable, est-ce qu'il a profondément changé? C'est-à-dire que est-ce qu'il est devenu plus stratégique dans les entreprises ou pas encore suffisamment, d'après vous? Alors, je dirais qu'on est un peu entre les deux. Oui. C'est-à-dire que si vous prenez les entreprises il y a 10 ans, 15 ans et aujourd'hui, ça a énormément changé. On le voit aujourd'hui, puis il y a même une tension sur le marché du responsable développement durable. C'est-à-dire que c'est pas si facile de recruter parce qu'en fait, c'est de plus en plus de demandes. Et puis, c'est des métiers qui attirent de plus en plus les jeunes générations, donc c'est aussi des bonnes nouvelles. Donc, on a ce qui était des fonctions un petit peu périphériques il y a 10 ans, 15 ans, commence à se rapprocher du cœur stratégique des entreprises, puisque en fait, on se rend compte que finalement, avoir une bonne stratégie de développement durable, c'est avoir une bonne gestion de ses risques. Puisqu'en fait, on va prendre soin à la fois de l'environnement, à la fois de l'humain, à la fois de la place dans la société. Ouais. Et c'est comme ça qu'on pérennise, en fait, finalement, l'existence d'une entreprise. Ouais. Voilà. Oui, et puis souvent, alors c'est pas le cas de Back Market parce que c'est le modèle économique, mais dans une entreprise, c'est lié à la transformation du business model. Bien sûr. La transition écologique. Et donc, il faut forcément que le directeur ou la directrice de développement durable, elle ait une vision stratégique et transversale du destin de l'entreprise. Ah, oui. Ça, c'est certain. Et puis souvent, je pense que vous pouvez aller un peu dans n'importe quelle entreprise. En général, les équipes développement durable sont celles qui connaissent le mieux l'entreprise, puisqu'on travaille avec vraiment tout le monde. Oui. Et puis, parce qu'on cherche des leviers de tous les côtés, quoi. On cherche des leviers de tous les côtés. Ouais. Et puis, c'est très important d'embarquer les équipes. C'est pas 4, 5, 10, 15 personnes dans un coin qui vont tout changer toutes seules. Donc, en fait, c'est très important de rapprocher, justement, comme vous disiez, du cœur stratégique. Et ça commence de plus en plus, dans plus en plus d'entreprises. C'est le cas où ces personnes-là sont intégrées dans l'élaboration des stratégies. Mais il y a encore du travail. Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Camille Richard. Merci à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Bonjour Fanny Gestin, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de la Fabrique des Castors, créée à Bordeaux il y a 2 ans. Avec quelle idée, c'est quoi le déclic? Racontez-moi. Alors, le déclic, j'ai toujours été assez engagée au niveau environnemental. J'ai passé mon enfance sur un voilier et je trouve que quand on vit sur un petit espace, pas tant que ça d'électricité, d'eau douce, à 5, on fait attention aux questions un petit peu de sobriété. Après, j'ai travaillé plusieurs années dans des grands groupes et je me rendais compte que de plus en plus, on parlait des sujets environnementaux, ils s'engagent de plus en plus dans les sujets RSE. Et je me suis dit, alors pourquoi pas proposer des animations pour sensibiliser les collaborateurs à tous ces enjeux-là. Nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, au début, j'ai commencé à proposer des ateliers do-it-yourself en entreprise. L'idée était de allier la théorie et la pratique en fabriquant ses propres produits, que ce soit cosmétiques ou produits ménagers. D'accord, donc ça c'est vraiment le point de départ. Et puis évidemment ça a grandi. Quel type d'événements vous organisez pour les entreprises? Oui, on organise plusieurs types d'événements. Alors les entreprises parfois elles viennent nous voir par exemple pour animer un petit peu le calendrier avec par exemple le Journée de la Terre, etc. Ça peut être dans le cadre par exemple un midi, on peut faire des ateliers do it yourself. Par exemple la semaine dernière on était avec Kabaya pour faire des ateliers do it yourself en entreprise. Après, beaucoup d'entreprises nous contactent, par exemple, dans le cadre de séminaires où ils veulent proposer des ateliers un petit peu et des team building éco-responsables. Donc là, par exemple, on a fait un éco-cluedo sur 4 jours avec Enedis. Un éco-cluedo, racontez-moi. Un éco-cluedo, en gros, on s'est basé un petit peu sur le cluedo de base. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, évidemment, j'ai joué au cluedo. En gros, ils ont une feuille d'enquête avec plusieurs suspects, des actions suspectes. Là, c'est pas un crime tout simple, enfin c'est un crime contre l'écologie. Et ils vont avoir des petites énigmes à faire sur l'environnement pour découvrir des éco-gestes. Et progressivement, ils vont pouvoir innocenter
les personnes suspectes. Et l'idée, c'est voilà, de sensibiliser à travers le jeu. Oui, c'est de la pédagogie à travers le jeu. Il y a aussi des ateliers zéro déchet. Qu'est-ce que vous proposez aux entreprises qui sont dans cette démarche? Et est-ce qu'elle est bien acceptée par les salariés? Oui, bien sûr. Alors là, l'idée, nous vraiment, c'est de donner envie et de proposer des solutions, très axées solutions, Ouais. sans avoir un discours moralisateur. L'idée, c'est qu'est-ce que nous, à notre échelle, on peut faire. Là, par exemple, hier, on était avec Orange, on a fait un boulgour quiz, c'était des questions sur l'alimentation responsable. Et c'est comment parler d'un sujet un petit peu sérieux de manière ludique et donner envie, quoi. Alors justement, qui sont vos clients? C'est plutôt des grandes entreprises, des grands groupes? Alors, on travaille avec toutes les entreprises en fait, qui désirent sensibiliser leurs collaborateurs aux enjeux environnementaux. Il y a des grands groupes comme par exemple Harmonie Mutuelle, Back Market, etc. Ouais, Orange que vous venez de citer. Ouais, Orange. Des boîtes qui ont levé des fonds, par exemple Back Market, Comine, ou des entreprises qui ont envie de sensibiliser leurs collaborateurs qui sont engagés comme Idecity. C'est beaucoup des respos com qui nous contactent. Ou des respos RSE qui veulent sensibiliser. Est-ce que les salariés sont forcément ouverts à ça? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, on est dans son environnement de travail. Est-ce qu'on a envie de plonger dans des enjeux RSE, écologiques? Est-ce qu'il y a parfois des salariés qui sont réfractaires, tout simplement? Alors, ça peut arriver qu'il y ait beaucoup de team building en fait, qu'on fait, c'est imposé. Par exemple, c'est dans le cadre de séminaires, donc ils sont obligés de faire notre jeu. Vu que ça reste un jeu assez ludique, on n'a jamais de personnes... Alors, il y a des personnes qui sont un petit peu réfractaires au tout début, qui sont là, pas très contents. Et au final, comme on utilise toujours le ton de l'humour, c'est très ludique. Le message, il passe super bien. Et à la fin, on leur remet quand même un petit guide zéro déchet qui retrace tous les éco-gestes qui ont été vus pendant le jeu, s'ils veulent après, à leur tour, se lancer aller un peu plus loin dans la démarche. Il y a des escape games aussi, c'est ça? Ouais, alors on a fait plusieurs escape games. Un sur la biodiversité, où c'est une enquête journalistique. L'éco-cluedo, c'est un petit peu en mode escape game parce qu'il faut aller progressivement découvrir quel est le coupable. Et on a créé il y a plus récemment une chasse au trésor. On a appelé une chasse au trésor, en fait, c'est comment rendre un ramassage de déchets ludique. Donc les collaborateurs vont avoir une carte avec plein d'indices. Ils vont devoir aller faire des défis, par exemple ramasser des déchets ou faire des défis en équipe et progressivement trouver le trésor où il est caché. Donc vous faites de la pédagogie, on l'a bien compris, destinée aux salariés. Est-ce que le fait de passer par le ludique, pour vous, c'est essentiel? Est-ce que vous pensez qu'on apprend mieux quand on est dans un cadre comme celui-là? Moi, oui, je suis convaincue que rendre les choses ludiques, c'est... En tout cas, pour faire passer le message, je trouve que c'est la meilleure façon. Ça passe en souplesse, en quelque sorte, en douceur, quoi. Voilà. Et ça passe bien. C'est assez... Je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire passer un message sous la forme ludique. Après, durant nos team building, je ne garantis pas que les collaborateurs vont tout retenir. Ça c'est sûr. Mais par contre, s'ils retiennent 3 chiffres clés, qu'ils retiennent 3 éco-gestes, eux, après, à adopter et ramener chez eux, c'est gagné. C'est gagné. Merci beaucoup, Fanny Gestin. Bon vent à la fabrique des castors. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.